Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour s'éveiller et grandir vers une vie plus épanouie. Je suis Sophie et chaque jeudi, je partage avec vous des réflexions, des conseils et des échanges avec mes invités autour de thématiques destinées à mieux vous connaître et à vous reconnecter à vous-même. Mon objectif, vous accompagner à dépasser ce qui vous freine, dans le but de vous créer une vie en accord avec vous-même et passer à l'action. J'ai le plaisir de recevoir Carole Dalmas et Cécile Tariq, co-créatrices de Tumo Spirit, qui leur permet d'œuvrer autour du yoga du froid. Alors Carole Dalmas, thérapeute énergéticienne, allie des connaissances étendues du yoga de l'énergie, ainsi que des enseignements des maîtres de l'Himalaya. Cécile Tariq, thérapeute en médecine chinoise et tibétaine, pratique intensivement le chemin de l'éveil bouddhiste sous la forme de plusieurs années de retraite de yoga et méditation en solitaire. J'ai voulu aborder avec Carole et Cécile le yoga du froid et ses bienfaits, notamment en termes de confiance en soi. Cet épisode est une invitation à s'offrir des moments pour soi afin d'installer et cultiver un bien-être intérieur, notamment une plus grande confiance en soi et une plus grande confiance en la vie. Bonjour Carole et Cécile, je suis ravie de vous accueillir parmi nous et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Bonjour Sophie, ravie aussi de pouvoir intervenir dans ce podcast. Alors avant de débuter, Carole, si vous deviez choisir un mot pour vous définir, ce serait lequel ? C'est toujours délicat de se contenir dans un mot. Nous savons bien que nous sommes beaucoup plus vastes que ça. Tout à fait. Et que nous nous transformons à travers l'odyssée de notre vie. Alors, en résonance avec ce besoin que nous avons de nous définir, je voudrais dire que l'aventurière me conviendrait. Avec beaucoup d'humilité cependant, parce que je suis loin d'être une Alexandra David-Néel ou une Ella Maillard, bien qu'elle m'ait inspirée grandement. Mais effectivement, en écho avec cette pratique du yoga du froid, en écoutant ce que cette pratique a réveillé en moi, l'aventurière a bien résonné, car en réalité, si nous savons pourquoi nous commençons à pratiquer le yoga ou d'autres disciplines orientales, nous ne savons jamais où elles vont nous guider. Donc le yoga, par essence, est une aventure. Je suis une aventurière de l'intérieur en explorant ma propre terre, mais aussi de l'extérieur, en étant le plus souvent possible dehors. Jouer avec les éléments, respirer les espaces, respirer les odeurs de la nature, respirer le rose du coucher de soleil, sentir que la nature m'agrandit et me perdre dans l'horizon, rejoindre la vastitude, l'infinitude. Ces états de contemplation me procurent beaucoup de joie. La nature, en fait, elle nous relie à notre essence. Et dans le froid, on vit un moment de reliance avec elle, mais aussi de face à face avec soi-même. Et c'est sans doute pour ça que personnellement, j'ai accroché avec le yoga du froid, car c'est la rencontre de ces deux aventures, intérieure et extérieure. Voilà, alors d'être le plus souvent dehors, c'est une bonne vie, comme disait Ella Maillard. Et Cécile, si vous deviez choisir un mot pour vous définir, ce serait lequel ? Alors, je dirais yogini rieuse. C'est vrai que le rire m'a accompagnée toute ma vie. Il a beaucoup défini mon enfance, par chance. Et en fait, pour relier le côté yoga au rire, je dirais que cette dimension du yoga, elle m'a apparue alors que j'avais à peine 5 ans dans un rêve. Et ce rêve, en fait, me montrait que Dieu était énergie. Alors j'ai vraiment ce rêve en mémoire d'une manière très forte. Mais bon, avec le temps, après 5 ans, je l'ai oublié. Et puis, adulte, je me suis rendu compte, en fait, ce rêve est revenu à moi quand je me suis rendu compte que je ne riais plus. Et ça a été un réel détonateur sur mon chemin, vu que ce manque de rire, en fait, me montrait ce manque de sens qu'avait ma vie à ce moment-là.
Et donc, à ce moment-là, ce rêve m'est revenu en mémoire. Et ça a été le départ pour une longue quête spirituelle. À l'époque, j'avais 26 ans et je menais un travail plutôt dans le domaine de l'informatique. Alors je me suis, comme qui dirait, éclatée dans ce domaine. Mais au bout d'un moment, voilà, les questions existentielles sont revenues, ce rêve m'est réapparu. Alors j'ai décidé de tout plaquer et de partir autour du monde, en sac à dos. Je me suis transformée en aventurière. Et d'une année de tour du monde, en fait, mon voyage a pris plus de 15 ans pour petit à petit venir en contact de différentes cultures et finalement d'avoir cette aspiration de rencontrer les enseignements à la source. Alors là, j'ai vécu plusieurs années dans différents pays, en Thaïlande, au Mexique, en Inde et au Népal, où j'ai vécu des retraites yogiques au long cours, on dira. Aussi, bien, c'est toujours en alliant le rire et le yoga, qui sont pour moi les deux un repère, une thérapie et un mode de vie. Et comment définiriez-vous le yoga du froid? Autour de quel axe repose-t-il? Alors le yoga du froid, il est à la fois une pratique de santé et un chemin spirituel. En fait, il propose de retrouver sa vraie nature en communion avec les éléments, dont le froid, du coup, est le maître. Et je dirais c'est ce qui fait la spécificité du yoga, de ce yoga. C'est cette communication avec les éléments. En s'exposant à l'air libre, à l'extérieur, on se connecte aux éléments. Et ils sont un véritable révélateur de notre propre physiologie intérieure. Grâce à la conscience des éléments aussi, on se ressource automatiquement sur tous les plans et on reconnaît plus facilement notre vraie nature. Alors vous parlez des axes, Sophie, sur quel axe repose le yoga du froid? On va dire que le yoga du froid repose sur 4 axes. C'est comme ça qu'on l'a défini avec Carole pour pouvoir le présenter, le transmettre. Et ces 4 axes sont toujours précédés d'un état de relaxation. Et ça, je dirais, c'est la base de toutes les pratiques yogiques, mais finalement de toute pratique, si l'on a envie que cette pratique soit durable et qu'elle prenne réellement corps en nous. Alors aussi, de par cette relaxation, on va commencer avec la posture. Et la posture, on connaît des milliers de postures dans le yoga, au niveau des asanas, le terme de sanskrit pour la posture. Et là, on va mettre l'accent dans le yoga du froid à la posture mentale, tout d'abord, qui va en fait permettre à notre esprit de s'imprégner des qualités de détente et de calme, et aussi le motiver à la pratique. Et puis ensuite, on parle des postures alors plus physiques, alors en termes d'asana également. Et on va favoriser dans ce yoga du froid les postures qui permettent au corps de s'ouvrir, aux articulations de s'ouvrir, aux canaux énergétiques de s'ouvrir, pour pouvoir mieux accueillir le froid, favoriser la circulation des liquides et de l'énergie dans tout l'organisme. En deuxième axe, on a nommé le pranayama. Alors en effet, la respiration, elle est notre lien au vivant. Et c'est à travers elle qu'on va relier l'ensemble de notre corps, notre énergie et notre esprit. La respiration, en fait, elle est une ancre. Elle est un repère physique excellent pour évaluer en tout temps notre détente. Et dès qu'on va mettre l'attention sur la respiration, automatiquement, on va revenir dans le moment présent. Et ça, c'est très précieux quand on a un mental qui voyage, qui est, comme on dit, spaced out. Eh bien, de savoir que le simple fait de revenir à la conscience du souffle, tout de suite, ça va nous réancrer dans le présent. Et on voit aussi qu'en agissant avec le souffle, on va pouvoir avoir différentes actions sur le corps. On va pouvoir le réchauffer, on va pouvoir activer notre feu intérieur, dont on parle spécifiquement dans ce yoga du froid, qui est aussi un feu digestif, une chaleur interne,
mais aussi un feu psychique qui va transformer jusqu'aux perturbations émotionnelles. Donc on voit ici, c'est que cette notion de feu, elle est très très importante, elle est centrale à notre yoga. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a nommé notre entité avec Carole Tummo Spirit, ce terme de Tummo qui nous vient des pratiques tibétaines de génération de la chaleur psychique. Donc la pratique des souffles, elle nous permet aussi d'ouvrir nos centres d'énergie, nos canaux subtils, pour accueillir plus d'espace dans notre corps. En fait, quand on est sous le joug d'une émotion, souvent on parle de nœuds, alors de nœuds émotionnels, de nœuds psychiques. Et en fait, ces nœuds, ils peuvent résider en nous parce qu'il y a un manque d'espace. L'énergie, du coup, ne peut plus circuler fluidement. Alors, grâce à la mise en mouvement des souffles, et notamment à l'élément espace, eh bien, toutes nos tensions, qu'elles soient situées au niveau physique, émotionnel ou psychique, vont être invitées à se dissoudre automatiquement et spontanément. Et ça, c'est assez magique de le ressentir d'ailleurs. Et puis en parlant d'espace, eh bien, on arrive à ce troisième axe qui est celui de la méditation. Et en fait, avec la méditation, particulièrement dans le yoga du froid, on va développer un esprit calme, focalisé et vigilant. Et en fait, en reprenant ces termes, on se rend compte qu'on arrive au même postulat de la méditation de pleine conscience, plus connue aujourd'hui, avec notamment la méditation de pleine conscience de Jon Kabat-Zinn, mais qui prend sa source en fait dans les enseignements traditionnels bouddhistes de la méditation de pleine conscience que l'on nomme shamatha en sanskrit. Et donc, on développe ce chemin de la méditation de pleine conscience pour développer cette tranquillité de l'esprit. Et bien sûr, quand on entre en contact avec le froid, notre esprit, il a tout de suite tendance à s'agiter. Aussi, on voit que cette qualité de tranquillité, elle va être essentielle dans notre entraînement. Et effectivement, lorsqu'il y a le saisissement du froid, eh bien, de prendre corps avec cette méditation, ça va nous permettre de revenir au calme. Et les fortes sensations ressenties avec le froid, elles auront tendance aussi, eh bien, à agiter notre mental par l'accélération, par exemple, des battements du cœur. Donc là aussi, on aura besoin de pouvoir s'imprégner de ces qualités, de revenir à une capacité de focalisation. Et cela va être d'un grand soutien. Donc on peut réaliser aussi même que ces qualités d'attention qu'on va développer dans la pratique, eh bien elles nous être utiles dans toutes les actions de notre quotidien. Et c'est là où la pratique du yoga prend toute son importance dans un mode de vie finalement, qui s'imprègne de la pratique au fur et à mesure. Effectivement, on peut voir que si dans notre quotidien nos capacités d'attention sont faibles, bien on va pas être très efficace à quoi que ce soit qu'on fait. Je finirai par rapport à la méditation, à cet énorme pouvoir spontané qu'a le froid, le contact avec le froid, de nous faire ressentir notre connexion corps-mental. On en parle beaucoup dans le yoga, mais souvent on peut se rendre compte qu'en s'asseyant sur un coussin de méditation, c'est pas si évident de faire cette connexion. On est vite balayé par les pensées. Alors que quand on est exposé au froid, automatiquement, la puissance des sensations que va nous offrir cette exposition, elles vont nous ramener dans le corps et on va pouvoir faire ce lien avec ce qui se passe dans notre mental. Et enfin, le quatrième axe, et ce quatrième axe, c'est l'exposition au froid. Alors le froid, il va venir solliciter et entraîner nos capacités d'adaptation. En fait, dans cette pratique de yoga, le froid, il est notre maître. Il est notre guide intérieur. Et c'est grâce à lui que nos états de tension physique et puis nos peurs vont pouvoir être mis en lumière et donc comprises et libérées. Et dans notre proposition, on s'expose de différentes manières au froid.
On a le bain froid ou glacé. L'assise extérieure, alors où on est un peu dénudé, on est en maillot de bain, en short. Et également la marche dans le froid, où là aussi on va marcher, s'il y a lieu, avec la neige, avec des raquettes dans la neige en maillot de bain. Alors c'est assez rigolo à expérimenter. Le rire là détend énormément. J'imagine. Parce que l'on croise des personnes habillées en mitouflées dans leur combinaison de ski. Et voilà, là, on peut faire vraiment l'expérience de l'humilité et du rire qui vient régénérer le show. Ça génère beaucoup de joie, ça c'est vrai. Donc, en fait, avec ces activités en contact avec le froid, on va être tour à tour en contact avec les éléments naturels, que ce soit la terre, l'eau, le vent, et on va pouvoir s'en nourrir, puisqu'ils sont le reflet de notre propre biologie. Chaque cellule est faite de ces éléments. Donc il y a un contact vraiment automatique, spontané, avec notre propre nature. Et ça, c'est très précieux. Alors bon, aussi, le froid, à lui seul, il recèle de nombreux bienfaits pour la santé, mais c'est aussi le retour de chaud, en fait, qui va libérer le corps, qui va libérer dans le corps un réflexe hormonal, qui est, comme disait Carole, la joie et puis même l'exaltation, lorsqu'on est en retraite et puis qu'on a l'occasion de pratiquer pendant plusieurs jours le yoga du froid, il y a automatiquement une communion en soi-même, mais du coup une exaltation qui est contagieuse avec tous les participants, avec tout le groupe, et qui donne lieu à une grande ouverture du cœur comme ça. Donc avec tous ces bienfaits, le froid, il a d'excellents remèdes, mais que ce soit pour des états de stress, d'anxiété, d'insomnie, jusqu'à la dépression. Voilà, ces 4 axes à travers lesquels on passe dans notre entraînement. Et je voulais, par rapport à ce que vous venez de nous présenter, finalement, il se pratique, mieux vaut le pratiquer en retraite, c'est-à-dire plusieurs jours d'affilée, ou alors est-ce qu'on peut, le pratiquer, de temps en temps, enfin, par exemple, une fois par semaine? Alors, il y a les 2 possibilités. Tout est ouvert dans le sens où c'est une pratique qu'on a vraiment envie d'amener dans notre mode de vie petit à petit. Et ça, c'est important que ce soit petit à petit, c'est-à-dire que c'est une approche que l'on veut progressive, graduelle. Et elle doit être volontaire. On doit avoir envie de le faire, trouver les raisons, le sens à cette pratique pour soi, parce que c'est ça qui va nous permettre également d'en faire quelque chose de durable et puis de pouvoir aussi monitorer les bénéfices qu'on en retire. Donc on propose pour ça plusieurs combinaisons, que ce soit des initiations au lac où pendant 1 heure on est à l'extérieur et on termine cette heure d'entraînement avec un bain, que ce soit en stage ou en atelier où on se donne le temps de pratique intérieure pour mettre à l'aise, pour justement prendre contact sans peur, dans le confort de la chaleur, avec soi-même, avec son corps, avec ses tensions, pour ensuite aller nettoyer, libérer ceci au lac. Et soit alors encore comme vous le disiez Sophie, dans le cadre de retraite, où là ça peut aller de quelques jours à 1 semaine. Et là ça nous donne l'occasion de vraiment prendre contact avec l'élément de différentes manières, justement, dans toutes ces propositions d'exposition. Et puis de se donner la chance aussi d'une continuité, parce que c'est sûr qu'après quelques jours, il y a un développement qui se fait, qui est absolument incroyable par rapport à 1 heure de pratique isolée. Oui, j'imagine. Et qu'est-ce qui vous a amené à le pratiquer, puis à l'ajouter à vos autres enseignements? Alors, dans cette proposition en fait du yoga du froid, il y a yoga qui signifie union, qui est l'interaction interrompue de l'esprit et du corps.
Dans cette approche yogique, nous allons nous tenir à l'écoute de notre potentiel, de notre rythme personnel. Et la non-violence, ahimsa, est toujours de mise, progressivement au froid, avec bienveillance et persévérance. Et comme ça n'a rien d'extrême, même si c'est exigeant. Et il y a froid, qui implique aussi une contraction, une tension, un saisissement. Avec le temps, le yoga du froid va nous inviter à nous détendre, où nous sommes en étroitesse intérieure. Et d'ailleurs, c'est ce qui va soutenir notre pratique du froid, la détente, comme l'a dit aussi Cécile dans ce premier axe, la détente, le relâchement. Et en nous exerçant à nous centrer, à nous rassembler avec des postures, avec des respirations et des méditations, va émerger un espace qui accueille tout, et donc même ce qui est inconfortable. Et cela va nous mener à trouver notre juste posture intérieure devant le froid qui, comme on le sait maintenant, est notre maître dans cette pratique. En ce qui me concerne, cette pratique du yoga du froid est avant tout une sadhana, un cheminement spirituel, un accomplissement. Mais c'est aussi une aventure du soi, de la co-animation avec Cécile au sein de Tumo Spirit, et aussi du partage avec les participants qui se joignent à nous pour cette exploration. Personnellement, je suis tombée dedans, comme on dit, par pure inconscience. Je ne pense pas qu'à l'époque, j'y serais allée de manière spontanée. J'étais bien trop frileuse. J'aimais pas du tout le froid, à vrai dire, et j'en avais très peur. Donc, je me dis aujourd'hui, si moi, je suis capable de m'exposer au froid, je pense que tout le monde peut le faire. Vraiment. Et il est vrai que le froid a mauvaise réputation pour la plupart d'entre nous. On est tellement conditionnés à devoir nous couvrir que nous atrophions nos capacités d'autorégulation, d'adaptation. Alors, dans cette pratique, j'ai changé ma perception du froid. Et du coup, il a meilleure réputation. La rencontre, en fait, avec le yogi du froid, Maurice Debar, était pourtant très ancienne, puisque je pratiquais avec lui à Zinal dans les années 2000. Et c'est seulement en 2015 que j'ai commencé cette sadhana, après ma première grande retraite avec lui. Et il a été très inspirant, il a été encourageant, m'amener sur ce terrain impensable jusqu'à là. Cette première retraite, elle a été tellement extrême pour moi, intense et fulgurante, que j'ai jamais lâché. Et le froid a vraiment quelque chose d'addictif, dans le bon sens du terme. Il altère temporairement les fonctions cognitives, il nous amène dans ces états aussi de méditation, il nous permet de nous adapter, de nous étonner devant nos capacités insoupçonnées. Et cela nous sert dans notre quotidien. Voilà. Et pour ne pas devenir trop... En fait, on est toujours en train de travailler notre capacité d'adaptation, toujours en train d'essayer de trouver notre équilibre dans notre quotidien aussi. Pour ne pas devenir trop intolérante ou inflexible devant l'imprévu qui se manifeste tout le temps. Donc, j'ai observé que plus nous faisons confiance à notre adaptation, et plus cela nous simplifie la vie. Nous sommes vraiment en manque d'aventure dans nos vies, qui sont si confortables. Et venir s'exposer à l'élément du froid nous rend plus résistants, tant sur le plan psychique que physique. Hippocrate le disait déjà, le froid stimule alors que la chaleur ramollit. Et pour moi, le froid a été une véritable rencontre. Car je me suis dit que si cette pratique était fulgurante et qu'une semaine passée à jouer avec le froid valait à peu près 2 ans sur le tapis. La présence, on n'a pas d'autre choix que d'être là.
en présence avec ce qui se passe. Et pour conclure cette question, ce qui m'a conduit à proposer cet enseignement, c'est que maintenant j'apprécie l'hiver. Il y fait bien meilleur intérieurement, à tous les niveaux. Et comme le disait Maurice Daubard, la victoire de l'un est une victoire pour tous. Et donc, l'envie de partager est légitime et les transmissions sont là pour continuer à vivre en développant cette connaissance de soi. Nous aiguisons l'expression la plus raffinée du besoin dynamique de croître et de progresser, qui me semble-t-il motive tout élan. Voilà, en ce qui me concerne. Alors pour moi, au départ, c'était de me rendre compte de l'inconfort que suscitait le froid. Et que ça allait même jusqu'à me rendre de mauvaise humeur. Alors sur le chemin de la recherche de l'éveil, c'était pas quelque chose qui pouvait être pérenne. Je devais trouver une solution à pouvoir ressentir, être en lien avec ces ressentis sans pour autant que ça déclenche des émotions négatives. Et que ça vienne également du coup mettre au défi ma joie intérieure. Alors de par ça en fait, je pressentais que le froid pourrait m'aider à aller plus loin, que d'aborder cet élément, enfin d'aborder cette qualité, bien ça m'aiderait peut-être à lâcher prise en fait, plus profondément sur mes émotions, et puis que ça me conduirait du coup à plus de connaissances sur moi-même. Donc voilà, ça c'était un ressenti avant même de m'engager sur le chemin. C'était un constat que je m'étais fait, mais je savais pas comment ça allait s'ouvrir, se présenter dans ma vie. Et en fait, c'est plus loin en recherchant à recevoir les enseignements des 6 yogas de Naropa, qui sont en fait des yogas secrets de la tradition tibétaine, que le maître du froid, Maurice Daubard, ce même maître dont parle Carole, est arrivé sur ma route, et justement grâce à Carole. Alors, j'avais déjà tout un parcours de retraite au Népal avec mon geshe là-bas qui me conduisait dans les retraites des 6 yogas. Et au moment de cette rencontre avec le maître Maurice Daubard, eh bien j'avais déjà planifié mon voyage pour aller au Népal pratiquer le Tummo, justement ce yoga de la chaleur psychique. Et il est surtout connu chez nous, enfin il se fait de plus en plus connaître par différents maîtres, mais il est surtout connu par ce qu'Alexandra David-Néel avait pu dire dans un de ses ouvrages par rapport en fait au test du Tummo, au test final de cette chaleur psychique qui est générée intérieurement par les yogis, où ils se testent dans des ruisseaux gelés la nuit, à sécher des couvertures trempées dans l'eau sur leurs épaules. Et c'est au nombre de yogis qui séchera le plus de couvertures en plein froid, donc en pleine nuit, dans des ruisseaux gelés, qui aura démontré qu'il a réalisé cette chaleur psychique. Donc là, il s'agit d'un test, pas de la pratique forcément du Tummo en continu, et heureusement, parce que je ne crois pas que j'aurais pu m'engager là-dedans tout de suite de cette manière-là. Par contre, lors de cette retraite, eh bien, je me suis retrouvée au Népal à pratiquer dans une chambre avec une poignée de degrés en hiver. Donc même si la pratique du Tummo s'était fait à l'intérieur, à ce moment-là, elle était déjà grandement challenging. Et puis riche de ces quelques mois d'expérience avec ce grand défi, quand je suis revenue en Suisse, eh bien je suis allée rejoindre cette retraite de yoga du froid de Maurice Daubard. Alors là du coup ça m'a aussi donné l'occasion de contacter le froid sous ses différentes formes, c'est-à-dire le bain glacé, ce que j'avais pas fait dans mon entraînement du Tummo, et également la marche en plein air. Et j'ai trouvé que justement le contact avec les éléments c'était un excellent préliminaire en fait à toutes les pratiques yogiques tenues secrètes qui demandaient
une autre pérégrination déjà dans le chemin du bouddhisme tibétain. Alors, en discutant avec Carole, on a trouvé extrêmement complémentaires ces pratiques et que le yoga du froid en lui-même était déjà un yoga complet assurant beaucoup de bénéfices pour la santé et une ouverture sur un chemin spirituel, mais qu'il était également un préliminaire accéléré, je dirais, pour ces pratiques secrètes. Donc voilà, grâce à la richesse de notre rencontre, la co-création de Tumo Spirit, notre entité en fait nous permet aujourd'hui de partager avec le plus grand nombre ce qui pouvait sembler être réservé avant à un petit groupe d'initiés. En quoi le yoga du froid peut-il agir sur notre santé et notre bien-être ? Alors nous savons aujourd'hui, par diverses études scientifiques, que le yoga est bénéfique sur plusieurs aspects de notre santé. Et la santé, elle se limite pas seulement à notre physiologie, mais elle englobe notre être sur plusieurs niveaux. Le niveau physiologique, nous avons observé avec le temps et l'entraînement que notre respiration va nous aider à nous détendre, que plus on sera détendu et plus cela va permettre au sang en fait de circuler dans notre organisme. Nous allons également observer que notre capacité de thermorégulation devient de plus en plus efficiente. Donc ça, c'est au niveau physiologique. Au niveau mental, nous allons sécréter ou produire avec cette pratique des hormones, des neurotransmetteurs qui vont nous permettre de retrouver notre équilibre mental. Mais aussi parce que dans cette pratique, nous avons des temps de pause, de silence, qui vont nous octroyer un retour aussi vers soi, que nous nommons le pratyahara dans le yoga. Donc c'est un retour d'essence vers soi. Et ça va nous être bénéfique parce que cela va nous amener une meilleure connaissance de nous-mêmes, dans une observation plus aiguisée. Et on sait que le silence régénère. On ne l'ignore plus maintenant dans ce monde où la pollution sonore est de plus en plus présente. Lorsqu'on rentre dans le lac, par exemple, nous y allons en silence et notre réaction au choc thermique va nous faire sécréter de la sérotonine qui est en lien étroit avec l'équilibre mental, la joie, la détente, mais aussi le sommeil. Et puis il y a ce niveau social dans la santé. Cette pratique va nous permettre de rencontrer d'autres personnes qui partagent les mêmes aspirations. Et il est vrai que l'énergie du groupe va aussi nous porter, nous motiver pour nous lancer vers ce que nous ne ferions pas tout seuls peut-être. Et dans ces temps particuliers que nous avons traversés avec la présence du virus, puisque nous étions dehors, nous avons pu pratiquer quasiment pendant toute cette période. Et bien sûr que ça a été pleinement apprécié, parce que ça a permis de maintenir le lien social. Donc, on comprend bien que dans cette pratique, au-delà du fait qu'elle nous permette de renforcer notre système immunitaire et notre confiance, elle concerne notre santé globale et elle nous porte vers une santé optimale, en réduisant le stress et l'anxiété, comme on l'a dit, en renforçant donc notre sérénité, en améliorant la qualité de notre sommeil, en réduisant les douleurs de type inflammatoire aussi, en réveillant notre énergie vitale et en augmentant notre capacité d'adaptation devant les difficultés de la vie. Donc, on cherche à éveiller aussi notre feu intérieur et à équilibrer notre force mentale et surtout à être dans la joie. Et parmi ces bienfaits, en quoi peut-il contribuer au développement de notre capacité d'adaptation et de la confiance en soi, même si on en a un petit peu parlé? Oui, alors, le froid, il va venir stimuler toutes les parties endormies dans notre organisme, en l'amenant en fait dans un réflexe de survie. Alors, on voit bien qu'aujourd'hui, nos vies, elles sont tellement confortables. On vit dans des environnements la plupart du temps surchauffés, feutrés, bien à l'aise,
qu'en fait, nos organismes, ils ont plus l'habitude d'engager leurs ressources d'adaptation. Et ça, c'est la vraie question aujourd'hui, c'est de comment justement restimuler notre organisme pour qu'il retrouve ses réflexes de base, complètement spontanés et naturels en lui. Donc, dans cet endormissement, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que notre système immunitaire, automatiquement, il s'affaiblit. Et donc, on va tomber plus facilement malade. Alors là, on peut voir, par rapport à la définition de la santé, non seulement malade physiquement, mais aussi en dépression, par exemple. Le mental va aussi s'affaiblir. Donc, quand il y a ce réflexe de survie au froid, en fait, qu'est-ce qui se passe dans notre organisme? Le sang, il est automatiquement redirigé vers les organes vitaux, qui sont les organes donc au sein de l'abdomen, les poumons, et puis premièrement les hémisphères cérébraux, pour les protéger. Et donc notre organisme, dans ce réflexe, il va se mettre à produire des hormones, des chimiques en fait dans notre corps. Ces hormones connues sous le terme de dopamine, d'adrénaline, de noradrénaline, de sérotonine. Et ces hormones, elles sont à la source en fait du maintien de notre réveil. Et certaines même, elles sont connues sous le nom d'ailleurs d'hormones du bonheur, parce que elles vont automatiquement en fait engendrer cette qualité de joie. Et donc là, on voit qu'avec l'exposition du froid, elle est toujours source de joie, cette exposition. Bien sûr, avec cette exposition, il est important de rester dans un temps qui soit propice, spécifiquement aux conditions de chacun et chacune. Et ça va faire partie de la découverte de soi dans cette exposition. Parce qu'on va devoir s'écouter, on va devoir écouter notre corps, on va devoir écouter nos réactions pour pouvoir jauger, en fait, quelle est notre limite. Jusqu'où réellement on peut aller. D'où l'importance que ce soit progressif, graduel, parce qu'évidemment on peut pas partir d'être complètement débutant dans cette pratique et de penser s'exposer une vingtaine de minutes dans une eau à 0 degré. Bien que ce soit encore possible pour le corps, qu'on serait pas forcément en hypothermie à ce niveau-là, mais mentalement ce serait vraiment très fort. Et on risquerait même de se dégoûter de la pratique ou d'entrer dans une logique de combat ou de compétition avec soi-même qui n'est pas du tout désiré. En tout cas pas dans le cadre dans lequel on enseigne le yoga du froid. Il peut y avoir cette tendance, parce qu'on l'a dans notre mode de comportement, dans notre mode de consommation, de toujours aller vers le plus. Donc plus de minutes dans l'eau, plus de temps d'exposition, à une eau plus froide, etc. Et là, on va revenir à un principe essentiel, peut-être dont on reparlera après, qui est ce principe de bienveillance et de non-violence par rapport à soi. Il y a aussi un autre principe physiologique qui est l'hormèse, mais je laisserai peut-être Carole développer ce principe de l'hormèse, qui est justement en fait à la base de cette écoute qu'on va mener au corps lorsque on le stresse et qu'on lui octroie un temps de repos ensuite. Donc par rapport à ces capacités d'adaptation, voilà, il va y avoir ce réflexe de survie. Et par rapport à cette notion de confiance en soi, si importante, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, malgré toutes les capacités que l'on a intellectuelles, les capacités aussi de divertissement ou de connaissances, de par toute cette connaissance qui circule librement maintenant sur les réseaux, bien on peut voir que, à l'inverse de ça, on devient de moins en moins confiant en nous-mêmes. Le doute vient s'installer de plus en plus facilement, et on est souvent dans des espaces de dévalorisation qui sont très très nocifs pour notre santé mentale, mais également notre santé physique, puisque tout est relié.
Et là, eh bien, avec l'exposition, comme elle va demander, au niveau psychique, bien sûr, au niveau psychologique, il va falloir se motiver. Lorsqu'on fait ce pas-là, il va être très, très salvateur. On va pouvoir expérimenter le fait de dépasser une limite qu'on s'était posée psychiquement, sans même vraiment la voir. Et puis, on va aussi constater que notre corps est beaucoup plus fort que l'on croit. C'est-à-dire d'entrer dans une eau à 0, 1, 2, 3, même 4, 5, 6 degrés, c'est toujours assez froid. Eh bien, on nous aurait dit avant qu'on allait attraper la mort, par exemple. Comme peut-être petit, on sortait son bonnet sans écharpe, et puis c'était une des phrases qui était de manière récurrente, peut-être entendue par nos parents ou grands-parents. Et puis là, on aura vécu une telle exposition dans l'eau froide, et on n'aura pas attrapé la mort. Au contraire, on se sera exposé volontairement, d'une manière progressive, encore une fois, et on s'en ressortira grandi et plus fort. Et plus fort en ressentant de la joie, et plus fort parce qu'on se sera à quelque part surpassé, parce qu'on sera sorti de notre zone de confort. Oui, le yoga du froid, le froid en fait, plutôt le froid, est une excuse pour faire l'expérience de notre capacité phénoménale à nous adapter à notre environnement. Et de comprendre qu'il y a cette intelligence du corps, de bien distinguer, et aussi l'adaptation qui renforce de celle qui affaiblit. On ne peut pas parler de cette capacité adaptative sans parler de la loi de l'hormèse, qui est importante dans cette démarche. En fait, cette loi nous fait bien comprendre que si nous ne dépassons pas la capacité de notre organisme lorsqu'il est exposé à un stimulus, là en l'occurrence le froid, cette même capacité va s'améliorer lors de la phase de repos qui l'ensuit. Donc on va beaucoup jouer dans notre pratique aussi à stimuler, puisqu'on stimule beaucoup le système parasympathique, mais aussi on va beaucoup jouer à équilibrer notre système nerveux. Donc tout ça, ça va être essentiel pour s'assurer que cette pratique nous régénère et qu'elle nous amène de la vitalité et de la joie. Quand on parle de ce renforcement, il y a le renforcement positif, mais il y a aussi le renforcement négatif. Et quand il s'agit du renforcement positif, ce qui signifie que le corps se fortifie, en s'adaptant aux variations de la nature. Mais à contrario, le renforcement négatif, c'est lorsque l'organisme cesse d'émettre des signaux en s'ajustant au mieux à des stress chroniques, à des habitudes, à des environnements délétères, pour préserver notre énergie nerveuse. Et ces deux renforcements font disparaître à terme, en fait, les symptômes. Mais pour l'adaptation positive, la disparition se fait par le haut parce qu'il y a une augmentation du niveau de santé grâce au mode de vie qui va dans le sens du vivant, alors que pour l'adaptation négative, la disparition de ces symptômes se fait par le bas puisque le corps cesse de manifester des symptômes pour pouvoir survivre le plus longtemps à ce qui est néfaste. Voilà. Et puis, effectivement, on parle de la confiance qui va se développer avec cette pratique, cette confiance en notre corps, en nos facultés d'adaptation, mais aussi de régénération. La confiance va s'installer, la confiance va s'installer, en fait, progressivement, moi, je pense, dans différents domaines de notre vie. Confiance en soi qui va s'établir et notre posture intérieure devient plus sereine, plus stable, plus ancré. Et comment se pratique-t-il concrètement le yoga du froid ? Alors, dans notre enseignement, avec des préparations adéquates et progressives pour le corps et le mental, ça va être important, de s'entraîner à observer, à écouter les manifestations, qu'elles soient physiques, physiologiques, émotionnelles, mentales, tout en restant déterminé et motivé. Et nous proposons donc des pratiques à l'intérieur
pour apprivoiser la détente, comme les pranayamas, les préliminaires, les méditations tibétaines. Et nous offrons aussi des pratiques extérieures, comme le disait Cécile, avec avec des expositions graduelles, avec des kriyas aussi et quelques asanas. Et nous avons lié avec Cécile nos compétences complémentaires pour offrir cette approche cohérente avec le principe féminin en œuvre. Voilà, on est des femmes, et c'est ce qui n'exclut absolument pas les hommes, bien évidemment. Mais notre idée, c'est vraiment d'être dans ce sensible, dans ce vivant. Même si cette pratique est exigeante, elle n'est pas extrême de la manière dont on la propose. Alors oui, si je peux rebondir sur ce principe féminin en œuvre. Alors en effet, on revient sans cesse en fait dans notre pratique au pouvoir créateur, à notre essence même, cette essence même qui est bienveillance, amour, joie, ouverture. Et, par exemple, les yogis tibétains, ils ont cette habitude altruiste de partager leur pratique avec tous les êtres. Et ainsi, ils amènent leur pratique beaucoup plus loin que la seule idée même de notre bien-être propre. Et cette conscience d'interconnexion, eh bien, elle a cette puissance de nous ouvrir la voie vers notre propre nature. Et donc, c'est vraiment porté par cette vision profonde de l'altruisme, de l'interconnexion de toutes choses, que les pratiques tibétaines qu'on propose vont être partagées. Elles sont portées par cette vision. Et elles se nomment en fait, peut-être que vous les connaissez sous les noms de Tsalung. Tsa en fait en tibétain signifie canot et lung est le pendant de prana en tibétain, ou encore certains yogas qu'on appelle mouvements magiques. Et ces types en fait de pratiques nous enseignent notre système énergétique, donc on va là à une profondeur encore supplémentaire, et elles favorisent d'une manière directe l'ouverture des centres, alors ils sont connus aujourd'hui sous le terme de chakra, et des canaux d'énergie, connus aussi dans le yoga sous le terme de nadi. Et en fait, on va allier avec ces mouvements des mouvements clés très simples, des rétentions respiratoires et la méditation. Et c'est ce genre de pratique spécifique, voilà, qu'on a vraiment combiné avec le yoga du froid et qui rejoignent ces enseignements tibétains secrets. Et auriez-vous un petit exercice à donner à nos auditeurs afin qu'ils puissent découvrir le yoga du froid? Même si j'ai bien compris effectivement qu'il faut y aller progressivement, ce n'est pas effectivement quelque chose, on s'initie pas du jour au lendemain. Je pense qu'il y a quand même un processus à suivre. Mais en tout cas, pour les personnes qui n'auraient jamais fait, qui ne connaîtraient pas le yoga du froid et qui aimeraient, s'initier, avoir une mise en bouche, j'allais dire. Alors oui, c'est possible dès maintenant et chez soi, tout simplement, en ne risquant rien, en toute sécurité. Et puis en plus, ce qui est intéressant, en ne rajoutant rien dans son quotidien. Parce que c'est souvent le problème des pratiques, c'est qu'on se dit, au fur et à mesure qu'on les accumule, mais quand est-ce que je vais avoir le temps d'insérer ça dans mon planning déjà débordant? Alors là, quelques petites propositions. La première, c'est celle toute simple de la douche froide. Alors, tout à coup, le froid peut déjà glacer rien qu'à son écoute. Mais en fait, il s'agit pas de mettre les deux pieds en avant directement dans sa douche et qu'elle soit froide, mais plutôt de commencer avec une douche chaude et de finir avec une douche froide. Nos parents, d'ailleurs, en parlaient sous le terme de douche écossaise. Oui, c'est vrai. Ouais. Et là, en fait, on peut y aller tout progressivement et graduellement. On n'est pas obligé de se mettre sous le jet, l'eau froide sur la tête. On peut commencer avec les pieds, remonter le long des jambes, et puis peut-être que c'est pas la première fois qu'on arrivera jusqu'aux épaules. Mais bon, on voit souvent qu'il suffit d'une petite motivation et ça passe. Ça peut se pratiquer après la douche chaude.
Oui, après la douche chaude. Et donc graduellement, voilà, le corps, on peut même transformer sa salle de bain en sauna, hein, en hammam plutôt, avant de passer au froid. Et là, ben, ça nous permet de goûter directement aux effets du froid, parce que même après une douche, hein, qu'elle soit une douche froide, qu'elle soit de quelques secondes, ou après si on arrive à plusieurs minutes, super. On ressent tout de suite les effets bénéfiques. Alors non seulement physiques, parce qu'il y a un retour de la circulation veineuse, c'est sûr, mais également un renforcement mental. Si par hasard on se réveille le matin avec un manque de motivation et puis plutôt l'envie de cocooner en soi alors qu'on a une journée riche en activités qui nous attend, la douche froide, elle va nous dynamiser de manière directe et efficace. Voilà une proposition. Je crois que Carole, tu en as aussi des autres. Voilà, alors moi je proposerais juste de s'exposer un petit peu tous les jours. C'est souvent ce qu'on propose après les pratiques, de marcher aussi dans la nature par tous les temps, sans bonnet, sans gants, voilà, des petites expositions comme ça. Et puis, pourquoi pas de dormir dans une chambre aussi avec les fenêtres ouvertes, en fait, parce que là, on va venir aussi activer nos graisses brunes, hein, qui permettent justement de produire de la chaleur. Voilà, déjà un entraînement. Oui, c'est déjà effectivement, mais c'est vrai. C'est vrai que la douche froide, l'ayant déjà pratiquée, ça fait du bien. Même si de prime abord, on peut être frileux et se dire oh là là, non, c'est pas possible. Hmm. Alors, Carole, quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange? C'est ça, c'est que personne, en fait, n'est frileux dans l'absolu et de façon définitive. Donc, c'est vraiment un entraînement, hein, de venir s'exposer et ça vaut la peine. Donc, je dirais, osez sortir de votre zone de confort pour rechercher justement des situations qui exposent votre organisme. Car il a été créé en fait pour résister, hein, aussi, notre organisme. Donc, ne pas l'oublier. Et puis, oser être dehors le plus possible, oser vous décrocher de la technologie pour être dans la joie de la rencontre avec votre être profond d'une part, mais aussi avec les autres et avec les éléments. Et pratiquer, voilà, avec cœur et conviction, car le froid est vraiment une force noble. Et réellement, l'aventure, en fait, c'est si simple que ça. Merci. Et Cécile, quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange? Alors, une petite phrase. Le feu, en sanskrit, tapas. Alors, on dit sans tapas, rien ne se passe. Tout comme la nature a besoin du soleil, hein, pour exister et croître, eh bien, notre être a besoin de chaleur intérieure. Et cette chaleur-là, elle est puissance pure, elle est bienveillance, amour et joie. Alors, intéressons-nous à nous-mêmes en passant par cette porte du ressenti. Et on dit, hein, le ressenti est cette porte vers la connaissance de soi. Alors, en éveillant notre feu intérieur, on va apaiser les émotions négatives qui souvent sont un obstacle sur le chemin de cette connaissance, justement. On va pouvoir déployer la puissance de notre mental en nous faisant ressentir de la joie, et ça va nous servir dans chaque action de notre quotidien. Aussi, bien, voilà, mon mot de la fin, c'est éveiller votre feu intérieur avec le yoga du froid. Si on... J'adore. C'est vraiment un accélérateur pour ouvrir un nouveau champ des possibles dans notre vie. Un grand merci à toutes les deux, vraiment, à Carole et à Cécile, pour l'intervention de chacune de vous deux. C'était vraiment très intéressant et très riche dans vos explications. Donc, vraiment, merci. Merci Sophie, merci infiniment pour votre accueil. Merci beaucoup à vous Sophie. Et puis on peut poster l'invitation en fait aux auditeurs de venir nous rejoindre et de pratiquer avec nous, hein, dans diverses conditions, les initiations au lac, les stages, les ateliers ou encore en retraite.
si quelques personnes se déplacent de plus loin, voilà. C'est vrai que je rebondis sur ça, c'est que je pense que c'est plus facile aussi de s'initier en groupe, non? D'avoir justement l'énergie du groupe, parce que tout seul, généralement, c'est plus dur en fait de se challenger, en tout cas vis-à-vis du froid. On peut avoir des a priori, et justement, le groupe peut aussi nous porte. J'allais dire être nous porter, être moteur en fait, tout à fait. Totalement. Ouais. Dans tous les cas, il y aura des informations sous le podcast pour en savoir plus sur vos différentes propositions de pratique du yoga du froid. Donc en tout cas, merci à toutes les deux. Merci. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler à 2-3 personnes autour de vous. C'est l'un des meilleurs moyens de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.